Bonjour, nous sommes le 10 novembre 2023 et une vidéo qui s'intitulera « Le temps qu'il fait aux États-Unis », mais vous allez le voir, et vous le savez d'ailleurs par ailleurs, que dire ce que le temps qui se passe aux États-Unis, c'est un peu une manière de dire ce qui se passe dans le monde en général, pour des raisons évidentes. La plus évidente étant le fait que si vous voulez savoir ce qui va se passer à Gaza, qui va se passer en Israël dans les jours qui viennent, il ne faut pas regarder les déclarations de M. Netanyahou, euh, qui se trouve en position difficile pour avoir dégarni la frontière avec Gaza, pour aller défendre une annexion parfaitement illégale qui se poursuit sous le nom de colonisation en Cisjordanie. Mal lui en a pris, mais du coup, qui décide où se décide ce qui va se passer dorénavant dans cette région Palestine-Israël, c'est aux États-Unis. Monsieur Biden est venu rendre visite en Israël. Il a dit le contraire de ce que disait M. Netanyahou, mais on a compris que c'était lui le patron pour le moment de ce qui se passait dans la région. Et quand il n'est pas là, parce qu'il est rentré chez lui, c'est M. Anthony Blinken, qui est le ministre des Affaires étrangères aux États-Unis, ce qu'on appelle là-bas Secretary of State. Et là, vous pouvez entendre aussi M. Netanyahou disant quelque chose, puis M. Blinken disant le contraire. Et ce qui se passe, c'est ce qu'a dit M. Blinken et pas ce qu'a dit M. Netanyahou. Donc, un rôle important joué par les États-Unis, joué en ce moment par les États-Unis en Palestine, à Gaza, en Israël. Pourquoi? Vous pouvez me dire, c'est parce que les États-Unis ont beaucoup à y perdre si ça tourne véritablement au vinaigre. Oui, bien entendu, il y a là un régime, il y a là un État en infraction depuis très longtemps avec ce que l'ONU et la communauté, je dirais, des pays en général souhaitent. Ce qui se passe dans cette région et une ignorance de plus en plus marquée pour le sentiment de la communauté internationale lié au fait qu'au fil des années, les gouvernements sont devenus de plus en plus à droite et carrément d'extrême droite depuis un bon moment en Israël. Monsieur Biden, à mon avis, c'est un petit peu, je dirais, le bouquet final parce que par ailleurs, quand il s'exprime, on entend quand même beaucoup de signes il bredouille énormément. Moi, si je bredouille, je peux recommencer ma vidéo. Mais lui, là, en direct, il est obligé de dire les choses dans le bon ordre. Et pour le moment, il le fait de plus en plus mal. On pourrait peut-être dire que ce sont les tribulations de son fils Hunter Biden qui le distraient, mais je ne crois pas, non. Je crois que c'est vraiment la vieillesse. Ce qui fait que les chances, à mon avis, qui se représentent l'année prochaine, en novembre, à l'élection présidentielle, me semblent assez minces. Alors on aurait un candidat démocrate face à M. Trump, qui est le candidat le mieux placé du côté républicain, et de loin. Bon, c'était avant-hier, il y a eu un débat entre les autres candidats. Monsieur Trump dit « Pourquoi est-ce que je viendrais puisque j'ai rien à craindre ?» Mais Monsieur Trump, si vous n'avez rien à craindre, cette serait une raison de plus pour vous trouver là. Mais bon, le bonhomme n'a jamais brillé fort par son intelligence, et on le voit en particulier ces jours-ci quand il a décidé d'aller se défendre devant un tribunal à New York. Est-ce que Monsieur Trump se retrouvera est-ce qu'on aura un débat entre un candidat démocrate qui serait le plus plausible, pour pas faire trop de vagues dans le parti, ce serait que soit Mme Kamala Harris, qui est vice-présidente des États-Unis en ce moment, qui se présente. Et on aura alors un duel entre Kamala Harris et Trump. Seulement voilà, de mon côté, je ne pense pas que M. Trump sera le candidat non plus. J'ai l'impression, si vous voulez mon sentiment, la personne qui monte du côté républicain en ce moment, c'est Mme Nikki Haley, qui a été l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies sous M. Trump. J'ai l'impression, ça c'est, voilà, vous savez, j'aime bien les pronostics, d'autant que j'y suis encouragé par le fait que je me trompe très très rarement.
j'ai le sentiment qu'on aura un duel entre deux femmes. Ça va être très intéressant. Ce sera une première aux États-Unis entre Mme Kamala Harris d'un côté et du côté démocrate et Mme Nikki Haley du côté républicain. Et à vue de nez, je dirais que j'ai l'impression que c'est Mme Haley qui l'emporterait, si c'était, voilà, le cas de figure était le suivant. Pourquoi est-ce que je suis pratiquement convaincu que M. Trump ne sera pas le candidat républicain, malgré le fait qu'il caracole en tête en ce moment? Ce n'est pas parce que des actions sont entreprises dans différents États pour l'empêcher d'être sur la liste des présidentielles, au nom du fait qu'il serait séditieux et que la Constitution des États-Unis interdit en effet à quelqu'un qui a été condamné pour sédition de se retrouver candidat aux élections. Alors, pourquoi à mon avis, ça ne va pas marcher, ce truc de la Constitution, de l'empêcher de se présenter même? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il n'est accusé de sédition absolument nulle part. Donc, il faudrait d'abord qu'il soit condamné pour sédition. Or, ce n'est pas le cas. Bon. Alors vous me direz, oui, mais ce que fait M. Jack Smith au niveau du ministère de la Justice, est-ce que c'est pas l'équivalent d'une sédition? Non, 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 non. Il est accusé de ce côté-là simplement d'interférence avec dans la passation des pouvoirs entre un président et le suivant, ce qui n'est pas la même chose. Pourquoi est-ce qu'on ne l'accuse pas de sédition? Ben, parce qu'on manque de preuves. En fait, on manque de preuves. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a orchestré plein de trucs. Il l'a fait sur le mode du patron de la mafia, d'un parrain. Parce que dans toutes les conversations qui ont été rapportées par les témoins, il a toujours parlé sur le mode suivant. Et qu'est-ce qui se passerait si on décidait, par exemple, si un président décidait de faire un coup d'État, et alors les gens devant lui disaient, ben, il se passerait ceci ou cela. Alors bon, il disait rien, voilà. Mais il n'a jamais dit, on va faire un coup d'État. Et durant la prise du Capitole par une foule d'émeutiers, il était dans son bureau. On a cherché du côté de la commission d'enquête sur le 6 janvier 2021, on a cherché à trouver des preuves qu'il aurait donné des ordres de ce qui se passerait ici et là. On n'a rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Pourtant, ils ont bien cherché. Non, ils regardaient ça comme un match de football et ils comptaient les coups. Ce qu'il y a, c'est que ça faisait partie de son gros plan général de ne pas passer le pouvoir à Biden, qui avait été normalement élu. C'était la dernière cartouche, parce qu'on avait essayé pas mal de choses. Et s'il est accusé au plan fédéral par le procureur Jack Smith et au plan local dans l'État de Géorgie d'interférence avec le bon déroulement des élections et la passation du pouvoir, il n'est inculpé nulle part de sédition à proprement parler. Bon. Ce qui n'empêche pas, à mon avis, qu'avec les 4 procès en cours qui lui sont, à mon avis, il se vivra quand même pas à ça. Il sera peut-être pas en prison, parce que vous voyez, on prend des gants quand on le, voilà, même quand il menace des journalistes, même quand il menace des témoins, etc. On l'admoneste, mais en tant qu'ancien président des États-Unis, on l'arrête pas, on ne le met pas en prison, ce qui serait le sort de n'importe qui. Mais il a quand même 4 gros boulets. Je vous rappelle, celui qui est vraiment en cours ces jours-ci à New York sur le plan civil et 3 autres sur le plan pénal. Sur le plan pénal, le fait d'avoir remporté des tas de documents classés secret défense et les avoir amenés à la maison où on les stockait dans une salle de bain, dans son secrétaire, dans sa chambre à coucher et ainsi de suite, dans des endroits de stockage dont la clé avait été perdue, etc. Ça, deuxième chef d'inculpation. Et les 2 choses que je viens de mentionner, tentative d'empêcher obstruction, d'empêcher la bonne passation des pouvoirs sur le plan fédéral, et sur le plan en particulier de l'État de Géorgie, où il y avait ces fameux infâmes coups de fil qui avaient été enregistrés d'ailleurs par un représentant de la commission électorale en Géorgie, qui commençait à avoir marre des coups de fil de Trump, qui avait enregistré ça, et où on entendait Trump dire est-ce que vous pouvez pas trouver les 11 000 voix qui manquent, et il suffit simplement de dire qu'elles sont là. Je m'occupe du reste.
voilà, bon, donc ça c'est quand même très très grave. Il va passer un mauvais quart d'heure au moment du jugement en Géorgie. Il va passer un très mauvais quart d'heure avec Jack Smith qui a vraiment, vous avez vu sa tête, Jack Smith, c'est vraiment il a vraiment la tête au cinéma du juge intègre. On l'imagine mieux, je dirais, dans une histoire de Lucky Luke ou bien dans un très bon western. On pourrait lui faire jouer aussi par la suite son propre rôle dans le film qui aura lieu. S'il y a bien des gens qui peuvent avoir la peau de M. Trump, c'est Madame Laetitia James, le procureur à New York sur le plan civil, et M. Jack Smith, procureur au niveau de l'État fédéral. La plupart des procès auront lieu en mars, avril, même mai de l'année prochaine. On peut dire oui, ce sera très très court par rapport à l'élection. Oui, mais si le procès en cours actuellement à New York, où Trump est essentiellement inculpé pour escroquerie à la banque, voilà, pour avoir escroqué les banques par des faux chiffres, s'il perd ça, il perd la capacité d'avoir accès à pas mal de l'argent qui se fait d'habitude, c'est-à-dire tout ce qui viendrait des affaires qu'il fait dans l'État de New York à proprement parler. Bon, jusqu'ici, il arrive chaque fois qu'il est inculpé à quelque chose à lancer un appel il fait la collecte pour qu'on remplisse ses caisses, et jusqu'ici ça a marché. Mais il est obligé aussi d'utiliser cet argent, en tout cas non pas pour donner nécessairement des gens qui sont des co-inculpés, mais au moins pour leur avancer l'argent dont ils ont besoin pour se défendre. Et donc, quand il n'aura plus accès à de l'argent frais qui tombe de manière régulière, là, c'est là qu'il va se trouver en difficulté. Et c'est en général aux États-Unis, quand il y a des grosses affaires, voilà, comme Al Capone, etc., c'est finalement, comment s'appelle-t-il, O.J. Simpson, qu'on appelle en français O.J. Simpson. Ces gens-là, finalement, ne tombent pas au pénal, parce que les règles pour le pénal, il ne faut pas qu'il y ait le moindre doute chez le moindre des jurés, alors qu'au civil, c'est beaucoup plus large. Bon, voilà, les principes qui sont mis en application sont beaucoup plus lâches. Et en général, bon, ces gens-là, Al Capone, O.J. Simpson, ils tombent pas au pénal, mais ils tombent au civil. Et je ne crois pas que ça va... Dans le cas de Trump, il va être accusé sur les 4 trucs, il va se trouver vraiment en difficulté, les 4 en même temps. Et les 4, ça me paraît beaucoup, d'autant que s'il tombe, et ça va être le premier qui va tomber véritablement au terme d'une véritable condamnation, ça va être dans l'État de New York, ça va être ses finances. D'autant que sont co-inculpés avec lui de ce côté-là tous ceux qui ont signé pour sur des déclarations qui s'avèrent frauduleuses, c'est-à-dire ses 3 enfants, Eric, Don Jr. et Ivanka. Il est atteint. Son ancien avocat Michael Cohen dit il est prêt à jeter n'importe qui sous le bus, même ses 3 enfants, mais ça doit quand même l'atteindre qu'il se trouve là au tribunal, interrogé lui comme inculpé, avec ces 3 enfants qui sont là, qui apparaissent comme témoins et qui sont obligés de faire comme leur père, de dire à toutes les questions qu'on leur pose, je ne me souviens pas, etc. Bon, après, quand ils sortent, ils font des déclarations aux journalistes en disant, c'est pas le cas d'Ivanka, qui est une personne beaucoup plus polie, de dire oui, chasse aux sorcières, etc. Mais ils sont en très mauvaise posture là-bas, surtout que le juge, c'est un cas où il n'y a pas de jury, le juge a déjà déclaré que selon lui, il y avait fraude. C'est-à-dire, si Trump a l'interdiction de faire des affaires dans l'État de New York, là, il perd l'accès à sa fortune, pas celle déjà accrue, mais là, il a beaucoup de dettes, mais à la possibilité de faire davantage d'argent. Donc là, il va se sentir, je dirais, très déstabilisé s'il n'a plus accès au nerf de la guerre. Et
en succession rapide. Ensuite, il a 3 procès au pénal qui sont véritablement sérieux. Je n'ai pas l'impression que, voilà, c'est à l'usure qu'on va l'avoir, mais c'est ça ma justification pour dire qu'il ne sera pas le jour des élections présidentielles en novembre 2024, il ne sera pas candidat. Et donc, je vous répète, pour terminer, mon pronostic en ce moment, sachant que la course a lieu dans 1 an et... dans 1 an, exactement dans 1 an et quelques jours, j'ai l'impression qu'on va trouver face à face Madame Kamala Harris, vice-présidente actuelle, Madame Nikki Haley, qui sera plus présentable que Monsieur DeSantis, qui a surtout, qui s'est très mal débrouillé jusqu'ici dans son opposition à Trump, une figure relativement sympathique et un choix pour les électeurs entre deux femmes de talent, même si l'une était partisane de Monsieur Trump encore à l'heure qu'il est. Un duel qui sera intéressant, et là j'ai l'impression que ce sera sans doute serré, comme on voit dans les démocraties à l'occidentale, 49-51, des choses comme ça, mais là j'ai l'impression que si ces 2 femmes se trouvent l'une en face de l'autre, que ce sera Madame Nikki Haley qui l'emportera. Alors vous me direz, oui, mais pourquoi pas Madame Alexandria Ocasio-Cortez? C'est une des personnes que moi je trouve très sympathique aux États-Unis. J'en ai parlé sur mon blog, j'ai parlé d'elle sur mon blog à l'époque où personne, en tout cas en Europe, n'avait la moindre idée de qui elle était. J'ai dit tout bien que j'ai toujours pensé de ce qu'elle dit, des idées qu'elle défend, mais elle est beaucoup trop à gauche pour pouvoir émerger dans les primaires du parti démocrate si la chose devait se présenter. Monsieur Bernie Sanders, qui est plus modéré qu'elle, à gauche, n'est jamais arrivé à percer véritablement au point d'être un candidat à la présidentielle. Des idées de ce type-là à la Ocasio-Cortez, malheureusement, ça ne conduit pas quelqu'un jusqu'à devenir le candidat officiel d'un parti aux États-Unis. Si à droite, un candidat d'extrême droite peut véritablement percer, mais ça c'est lié à la dynamique particulière du Parti républicain. Le Parti démocrate est, je dirais, mieux armé, malheureusement, pour se défendre contre des idées too liberal, comme on dit là-bas. Le mot libéral voulant dire de gauche aux États-Unis. Voilà, un point sur les États-Unis aujourd'hui, le 10 novembre 2023. À bientôt. Au revoir.